Les podcasts du Figaro. Ce que je tenais en main, ce n'est pas un certain exemplaire du journal. C'est l'un quelconque des 10 000. Ce n'est pas seulement ce qui a été écrit par moi, c'est ce qui a été écrit par moi et lu par tous. Je me promis d'en faire acheter d'autres exemplaires par Françoise. Pour donner à des amis, lui dirais-je, en réalité pour toucher du doigt le miracle de la multiplication de ma pensée. Et lire, comme si j'étais un autre monsieur qui vient d'ouvrir le Figaro, dans un autre numéro, les mêmes phrases. Marcel Proust écrit ces lignes quelques années avant sa mort. Cette scène d'Albertine disparue, le tome 6 de la recherche du temps perdu, il ne la connaît sans doute que trop bien. Avez-vous lu la critique du Figaro ? L'affaire Dreyfus, c'est une histoire très compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, Zola s'engage. Vous souvenez ? Monsieur, pourquoi achetez-vous le Le journal ? Le Figaro qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice. Il y a naturellement beaucoup de parenté entre le journaliste et l'écrivain. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro. Puisque l'un, c'est l'actualité du temps qui passe, l'autre, c'est l'éternité du temps qui dure. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion du bicentenaire de la naissance du Figaro, nous revenons sur 3 auteurs clés qui ont marqué de leur plume l'histoire du journal. Dans cet épisode, Marcel Proust. Les liens de l'écrivain avec le Figaro furent étroits, de la naissance de Proust en 1871 à son décès en 1922. Lecteur assidu, chroniqueur mondain et quémandeur de bonnes critiques, il s'improvise même journaliste police-justice. Dans cet épisode, nous reviendrons sur cette relation parfois tendue, souvent fructueuse. « 1907. Proust ouvre son exemplaire du Figaro. Une nouvelle attire son attention. Un grand hôtel vient d'être ouvert à Cabourg. Un hôtel luxueux qui offre à ses clients toutes les perfections et toutes les merveilles que le confort moderne a pu réaliser. À savoir électricité, chauffage central et même des cabinets de toilettes privés avec eau froide et eau chaude. Voilà qui sera bien pour son asthme. Marcel prend le train en direction de la Normandie. Cabourg est une station balnéaire qu'il a fréquentée avec sa mère et sa grand-mère il y a environ 20 ans. La côte normande, c'est l'enfance, les séjours avec sa mère, son père et son petit frère Robert. Le père de Marcel, Adrien Proust, est un médecin renommé, spécialiste des maladies infectieuses. C'est un pur produit de la méritocratie. Sa mère, Jeanne Weil, est la fille d'un riche agent de change juif alsacien. Elle a une culture folle et parle anglais couramment. Marcel l'adore. À 11 ans, en réponse à la question « Votre idée du malheur ?», il répond « Être séparé de maman ». La situation financière de sa famille permet à Marcel de profiter d'une vie de dandy. Il court les salons, est reçu par des princesses et comtesses, se nourrit de potins. Il évolue dans le beau monde parisien, un univers dont l'église de la Madeleine est l'épicentre. Malgré son apparente insertion dans ce milieu très élitiste, Marcel conserve un sentiment de non-appartenance. Son père était fils d'épicier et de paysan, très loin du milieu de ceux qu'il côtoie. Et il a hérité de sa mère des positions dreyfusardes qui ne sont pas partagées par ses compagnons de salon. Marcel observe les personnes qu'il rencontre, les étudie.
Cette aristocratie des salons, il décide d'en peindre les contours dans les colonnes du Figaro. Les relations de Proust avec le Figaro ont commencé par une amitié entre Proust et un journaliste du Figaro. Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire et auteur du livre « Le Figaro, 200 ans de liberté ». Quand ils étaient à Condorcet, lycéens, Proust était très lié à Robert de Flers, qui allait devenir un journaliste très important du Figaro, puisqu'il est même devenu directeur de la rédaction. Au début du XXe siècle, Proust souhaite travailler dans la presse, on va dire, et il sollicite le Figaro, qui va lui faire quelque chose qui est très important, parce qu'on va retrouver ça dans la recherche. Il va faire des chroniques des réceptions mondaines qui ont lieu dans Paris, chez des gens, des femmes qui ont des salons, c'est le Paris de la Belle Époque. Et Proust va écrire le compte-rendu de ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille dans ces salons, qui y étaient, les sujets qui ont été abordés, etc. Il les écrit sous pseudonyme. Il signe Dominique ou Horatio. Il est très heureux, évidemment, de découvrir, grâce à ses réceptions, ce milieu-là qui va le fasciner toute sa vie. C'est le milieu du Figaro qui l'intéresse. Puis le Figaro est un grand journal, et il faut le dire, Proust est intéressé par la notoriété. Il vient d'un milieu Figaro, il sait que ses lecteurs y sont, c'est valorisant, et ça va d'une certaine manière de soi. Les chroniques de Marcel sont drôles, incisives parfois. Elles sont truffées de tirets, pour faire état de dialogue comme au théâtre. Il relate par exemple un commentaire jeté là par la nièce de Napoléon Ier, qui affirma un jour « La Révolution française, mais sans elle, je vendrais des oranges dans les rues d'Ajaccio ». Il partage au lecteur des anecdotes exclusives, petits potins qu'on pourrait trouver dans les tabloïds d'aujourd'hui. Ainsi, il écrit « Alfred de Musset vint, pour la seule fois de sa vie, dîner chez la princesse. On l'attendit 1 heure. Quand il arriva, on était à la moitié du dîner. Il était ivre-mort. » À cette époque, il n'est pas rare que les écrivains se muent en journalistes et les journalistes en écrivains. La limite entre fiction et réalité est d'ailleurs parfois assez fine. Dans ses chroniques mondaines, Marcel Proust mêle observation journalistique, regard esthétique et chronique sociale. À Cabourg, Marcel découvre l'automobile. Il embauche un chauffeur, Alfred Agostinelli, dont il tombe amoureux. Tous deux visitent la Normandie. La route défile. Ils aperçoivent de vieilles maisons bancales, la plaine de Caen et ses 3 clochers qui tendent vers le ciel. La nuit, les phares donnent aux églises des allures fantasmagoriques. De retour à Paris, Marcel partage ses impressions dans le Figaro. Il écrit « Ce que l'automobile nous a rendu de plus précieux, c'est cette admirable indépendance qui faisait partir le voyageur à l'heure qu'il voulait et s'arrêter où il lui plaisait. » Et puis un jour survient un fait divers, un parricide, un meurtre familial. Le directeur du Figaro se souvient que Proust connaît cette famille, va l'envoyer pour faire un article sur ce que lui évoque ce parricide. Henri von Blarenberg est ingénieur et administrateur de la Compagnie de l'Est. Il tue sa mère dans un accès de folie avant de se suicider. Pour Proust, le drame n'est pas un simple fait divers. Il compare von Blarenberg à des figures mythologiques comme Ajax ou Oedipe, des personnages sur lesquels s'acharnent les dieux et le destin. Ce qu'il suggère est troublant. S'agirait-il de disculper Henri en soutenant que des forces extérieures l'ont poussé à commettre l'irréparable ? Plus ou moins, car il ne cherche pas à excuser l'acte en lui-même, mais refuse de le réduire à une affaire criminelle. L'auteur compare le suicide du meurtrier à l'acte d'Oedipe qui s'arrache les yeux pour ne plus voir le monde qu'il a souillé. Il refuse de réduire son ami à son crime. Il imagine son désarroi et sa douleur quand la folie s'estompe pour laisser place à la lucidité. Cet article est une méditation sur la folie en la présentant comme une fatalité comparable à une malédiction. C'est une prise de position audacieuse qui va à l'encontre de la couverture classique de ce genre de faits divers. L'auteur incite à la compassion, à l'empathie.
Ça va faire de Proust un collaborateur régulier et ça va l'attacher au Figaro au point qu'il va dédier le premier volume de la recherche, Swann, à Gaston Calmette en souvenir, par reconnaissance. Bref, il est amarré au Figaro grâce à cette collaboration. Mais la fin de cet article trop long sera coupée par le secrétaire de rédaction, avec ce commentaire acerbe. S'il croit que quelqu'un lira son article en dehors de lui, et des quelques personnes qui le connaissent. Ces papiers ne sont pas une fin en soi pour Proust. Au contraire, ils sont un laboratoire. Chaque article du Figaro est un exercice d'observation. Derrière le chroniqueur mondain se cache déjà le romancier. Proust étouffe dans le carcan du journalisme. Sa demande constante d'instantanéité, ses contraintes de signes. Lui veut laisser libre cours à la fiction. Il veut créer. Proust souffre énormément avec ses éditeurs. Avec la dimension d'un livre, déjà il est malheureux. À un moment donné, un livre doit s'arrêter. À un moment donné, les corrections doivent s'arrêter. Tout ce travail infini de Proust pour corriger encore. Alors évidemment, dans un journal où la place est comptée, quelques feuillets, le temps est compté. C'est un article qui doit paraître le jeudi et pas le vendredi. Un certain nombre de choses sont de la responsabilité de la rédaction. Le titre, le chapeau. Alors Proust écrit des lettres à Calmette, sa correspondance Le Monde, c'est à la fois drôle et un peu pathétique. Il écrit des longues lettres, à la fois extrêmement affectueuses mais très géniardes, il se plaint beaucoup. Le titre ne rend pas tout son génie. Il y a eu des coupes, il y a parfois des coquilles dans les articles, ça le rend véritablement fou. Proust qui après va écrire pour s'excuser d'avoir été tellement insistant. Voilà, c'était son carburant. C'est à la fois touchant et j'imagine que du côté du Figaro, ça devait être un véritable enfer d'avoir un tel collaborateur. Mais Dieu merci, c'était Proust. Maintenant, le Figaro s'honore quand même d'avoir eu ce grand chroniqueur dans ses colonnes, même s'il a fallu en payer un prix assez lourd. Alors qu'il continue à publier sporadiquement dans le Figaro, Proust se retire progressivement du monde. Les salons qu'il a décrits dans le Figaro, il va maintenant les recréer de mémoire. La matière journalistique devient matière romanesque. Les Guermantes, Swann, tous ces personnages qui peupleront la recherche naissent de ces années passées à observer le petit milieu aristocratique parisien. Il dépeint avec ironie le nombrilisme de ce monde si particulier. Avant sa publication, il avait cherché en 1909 à faire paraître La recherche du temps perdu dans le journal, sous forme de feuilleton. Heureusement, en vain. Le rythme périodique de la presse aurait empêché Proust de s'éterniser en corrections, ajouts et réécritures. La presse aurait empêché le perfectionnement de cette œuvre dense. Lorsque Grasset publie enfin La recherche du temps perdu, à compte d'auteur, Proust se tourne vers le Figaro pour quémander quelques papiers élogieux au sujet de son œuvre. Il souhaite concourir au prix Goncourt et pour cela, il a besoin de la presse. Il a même dédicacé son roman à Gaston Calmette, directeur du Figaro. À Monsieur Gaston Calmette, comme un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance. Après des mois d'attente et d'appel du pied, Proust écrit à Calmette. Cette œuvre est vraiment importante. Et le Figaro a-t-il intérêt à diminuer ses collaborateurs, à ne pas leur donner la situation sérieuse ? J'entends la situation littéraire qu'on leur reconnaît ailleurs. On retrouve le Figaro à plusieurs reprises dans la recherche, et notamment dans La Fugitive. Proust raconte le narrateur qui a écrit un article dans le Figaro, comme lui, et qui va enquêter auprès des gens dont il aimerait qu'ils deviennent ses lecteurs. Est-ce qu'ils ont lu mon article ? Alors il demande au duc de Guermantes, est-ce que vous avez lu mon article ? Si vous avez lu mon article, est-ce que vous l'avez lu et compris comme je voulais qu'il le soit ? Donc on voit Proust rentrer véritablement dans cette espèce de mise en abîme incroyable. Et tout ça a pour origine un article du Figaro et donc sa correspondance avec le Figaro qui devient véritablement un personnage du roman. Dans la recherche, le Figaro est un miroir du monde. Un personnage qui reflète la société de son temps. Mais c'est aussi, pour Proust, un moyen de questionner le rapport de la société au temps lui-même. Le temps, ce questionnement incessant au centre de son œuvre. Le journal incarne ce paradoxe moderne. Il découpe le temps en tranches quotidiennes.
il inscrit chaque événement dans un moment précis. Mais ce faisant, il est déjà obsolète. Dans La recherche du temps perdu, le narrateur lit son article publié dans le Figaro. Ce n'est pas seulement son propre texte qu'il lit, mais l'un quelconque des 10 000 exemplaires identiques qui pénètrent au même instant dans des milliers de foyers. Le journal crée une communion entre les lecteurs, mais aussi une obsolescence programmée. Ce qui est chaud et humide de la presse récente le matin sera oublié le soir même. Les salons qu'il décrivait dans le Figaro ont disparu. Les aristocrates dont il dressait le portrait sont morts depuis longtemps. Le Paris de la Belle Époque n'existe plus. Pourtant, son œuvre est demeurée incroyablement moderne, si bien qu'elle est lue et traduite dans le monde entier. Des États-Unis au Japon. Marcel Proust a transformé l'éphémère en éternel. Merci d'avoir écouté ce podcast produit dans le cadre du bicentenaire de la naissance du Figaro. Cet épisode a été écrit par Astrid Landon, avec la participation d'Étienne de Montetti. Il a été réalisé par Astrid Landon. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son Louis Chabin, avec la voix de Laurent Louette. Le Figaro hors série 1826-2026, Le Figaro traverse les siècles, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.